bonjour bonsoir, même maintenant, il est 17 heures. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce soir, je vous propose de parler d'un sujet qui n'est pas tellement connu, euh, avec l'association sur les maladies trophoblastiques. Donc, Laure est la présidente. Pourquoi, dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'infertilité, on a souhaité euh, avoir cet espace de discussion sur ce sujet-là pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça parle de la santé des femmes et que voilà, la santé des femmes, tous les aspects de la santé des femmes nous intéressent. On a tous des choses à apprendre sur la santé des femmes parce que dans ce cadre-là, nous sommes aussi en lien, différentes associations sur différents sujets qui concernent la santé des femmes. Depuis quelques années, on essaye d'écrire des tribunes ensemble le 8 mars pour montrer ensemble, faire entendre un peu plus nos voix. Et puis aussi parce qu'avec Laure, on a un point commun, c'est qu'on est devenu maman grâce à un don d'ovocytes. Donc voilà, tous ces éléments-là rassemblés font que ce soir, nous avons proposé à Laure et à son association d'avoir un espace dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'infertilité. Et maintenant, je me tais et je laisse Laure gérer sa visio. Merci beaucoup Virginie, merci pour cette invitation déjà pour samedi et pour toute cette semaine. Voilà, c'est vrai qu'on a un point commun et voilà, tu permets de nous rassembler aussi sur un sujet qui est la santé des femmes et ça vraiment c'est top. Je te remercie pour tout ce que tu fais, vraiment. Voilà. Merci aussi aux médecins, les experts qui sont présents, le docteur Jamelot, professeur Bolz. Normalement, peut-être qu'il y aura aussi le docteur Massardier qui viendra nous rejoindre aussi, et Touria Hajri qui est la chargée de coordination du centre de référence des maladies trophoblastiques à Lyon. Voilà, donc ce webinaire pour parler de la fertilité après une maladie trophoblastique gestationnelle. On va pas trop revenir sur le sujet de ce que c'est les maladies trophoblastiques. On va plutôt répondre aux questions qui nous ont été posées par les patientes. La fertilité, c'est un gros point en fait qu'on se pose en tant que patiente quand on nous annonce une maladie trophoblastique. Est-ce que ça va marcher pour les grossesses d'après? C'est vraiment notre crainte. Donc voilà, il y a quelques questions et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc voilà, je pense que c'est vraiment nécessaire de répondre à ces questions-là durant ce webinaire. Alors, si vous êtes d'accord, on peut commencer. Oui. Ouais. Alors du coup, je vous ai partagé les questions. On va commencer par la première question. Au niveau de la reprise des cycles menstruels post-maladie trophoblastique, comment ça peut se passer? Comment se manifeste le retour de couche après une grossesse molaire avec une aspiration? À quoi faut-il s'attendre si on prend une pilule ou si on n'en prend pas? Donc, comment ça se passe le retour de cycle après une aspiration déjà? Alors, je propose de commencer la réponse. Est-ce que juste avant, je peux faire une toute petite présentation pour dire Oui, que Dr Jamelot et moi sommes tous les deux des médecins du centre de référence, mais on n'a pas tout à fait la même compétence. Moi, je m'occupe de la partie chirurgie gynéco, donc à l'hôpital Lyon-Sud, et Dr Jamelot s'occupe de la partie traitement médical, donc chimiothérapie, mais aussi immunothérapie à l'hôpital Tenon à Paris. Et donc, on fonctionne un peu main dans la main pour bon nombre de patientes qui sont déclarées au centre de référence, mais en réalité prises en charge tantôt à Lyon, tantôt à Paris. Et donc, on va avoir des discours un petit peu complémentaires sur la fertilité, puisque les deux stratégies de traitement, qu'elles soient chirurgicales ou médicales, impactent bien sûr la fertilité. Je ne sais pas si tu voulais compléter, Mathieu, Non, avec c'est parfait. tout bon. Un peu plus, je pense, de réponses qui seront apportées par toi étant un peu plus, bien évidemment, spécialiste Pas de sur la partie problème. gynécologique.
Donc, juste peut-être un mot pour dire que dans les maladies trophoblastiques, on parle bien de deux entités. L'une qui est en réalité une grossesse anormale, qu'on appelle la molydatiforme, qui est une grossesse qui accidentellement ne peut pas se développer avec un enfant et qui voit seulement le placenta, qui est donc l'organe qui permet de faire le filtre entre l'enfant et la mère. Seul ce placenta se développe. Et donc, quand je dis accidentel, c'est-à-dire que dans les premières étapes de la fécondation, il y a à un moment donné une partie du matériel génétique, celui de la mère notamment, qui est expulsé, et seul celui de la mère, seul celui du père reste, et donc conduit au développement anormal du placenta. Euh, pour résumer très grossièrement. Et puis, il y a une autre maladie, dans les maladies trophoblastiques, qui peut soit se développer à la suite de la molydatiforme, ou bien se développer après une grossesse normale. Mais il y a forcément une histoire de grossesse à la base. Et ça, cette deuxième maladie, c'est la tumeur trophoblastique. Et donc là, il s'agit plus d'une grossesse qui vient de démarrer, c'est une maladie tumorale qui fait suite à une grossesse, donc soit une molydatiforme, soit une grossesse normale, c'est-à-dire un accouchement à terme, ou alors une fausse couche, ou alors une interruption de grossesse. Et cette tumeur trophoblastique, son traitement, il repose principalement sur un traitement médical, c'est-à-dire la chimiothérapie jusqu'à présent, éventuellement sur de la chirurgie, donc soit en remplacement de la chimiothérapie, soit en complément. Et puis, depuis quelques années, dans certains cas très précis, soit dans le cadre de protocoles d'études, soit dans le cadre de traitements un petit peu innovants, on utilise une thérapeutique qui réveille l'immunité de la patiente, qui s'appelle l'immunothérapie. Et donc, ces trois traitements, chacun pose la question de leurs conséquences sur la fertilité à l'issue du traitement des tumeurs, parce qu'il y a quand même une dominante qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que ces maladies, les moles et les tumeurs, sont des maladies qu'on guérit et qu'on va guérir définitivement, la plupart du temps. Il y a certaines patientes pour lesquelles c'est beaucoup plus difficile, des patientes pour lesquelles on est en grande difficulté et il arrive parfois qu'on n'y arrive pas, mais globalement, c'est une maladie dont on guérit. Et donc, d'où la question sur la fertilité, puisque c'est pas le tout de guérir, mais il faudrait guérir en essayant d'être le plus, on va dire, respectueux possible de la fertilité. Et donc, l'objet des recherches actuelles qu'on mène, donc avec l'hôpital Tenon et avec l'hôpital Lyon-Sud notamment, c'est de trouver des approches thérapeutiques qui limitent les impacts sur la fertilité, alors que jusqu'à présent, les très bons résultats qu'on avait en guérison, notamment après une tumeur, étaient obtenus grâce à la chimiothérapie, mais une chimiothérapie très lourde. Et docteur Jamelot, je pense, pourra en reparler. La chimiothérapie très lourde, EMACO, une chimiothérapie qui est difficile à tolérer pour les patientes et qui, c'est une des questions que j'ai vues, peut engendrer de la ménopause. Voilà pour cette introduction et je termine l'introduction en disant que Touria Hajri, qui nous a rejoint également, travaille à Lyon Sud, à l'hôpital Lyon Sud, au centre de référence au sein de notre structure. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ça a Oui. coupé, mais C'est bon. Ouais. Pièce maîtresse c'est bon. pour l'organisation de notre centre, la gestion de toutes les patientes, puisque nous enregistrons environ 1200 patientes chaque année, même si c'est une maladie rare. Nous enregistrons au centre de référence 1200 patientes et que l'enregistrement des patientes, ça n'est pas juste on vous enregistre et puis on sait que vous avez eu cette maladie, c'est on vous enregistre et on vous suit tout le long de la maladie et même après la maladie et même si jamais cette maladie revient. Donc, tout ça repose sur l'organisation finement orchestrée par Touria Hajri. Alors, pour la première question, Laure, du coup, comme j'ai beaucoup parlé, je m'en souviens plus, c'est la reprise des La règles reprise, c'est ça. Après la maladie, après l'aspiration, enfin, est-ce après la que, mole. voilà, est-ce que il y a une différence ayant eu une grossesse arrêtée autre ou ayant eu une molydatiforme? Est-ce que la reprise des cycles, ça peut différer en fait? Alors, d'une manière générale, la reprise des cycles, elle est liée à, on va dire, deux grands facteurs. Le premier facteur, c'est la reprise de l'ovulation.
quand il y a une grossesse, il y a plus d'ovulation parce que le taux d'HCG notamment et puis d'autres mécanismes bloquent l'ovulation. Donc, comme il n'y a plus d'ovulation, l'endomètre se développe plus et l'endomètre ne saigne plus. Donc, tant que l'ovulation n'a pas repris après un curetage, il peut pas y avoir de reprise des cycles. Donc là, c'est la première chose. Et qu'est-ce qui peut repousser la reprise de l'ovulation? Eh bien, la première chose, c'est le taux d'HCG toujours élevé. Donc, par exemple, quand on a un taux d'HCG, ce qui caractérise cette maladie, qui est très élevé au pic de la maladie, au moment où on va faire le traitement, ce taux d'HCG, il bloque l'ovulation. Et tant qu'il est très élevé, et c'est globalement plusieurs centaines d'unités, tant qu'il est très élevé, l'ovulation reprend pas. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de règle. S'il diminue très rapidement et que très rapidement l'HCG passe en dessous de 100, quelques dizaines d'unités, là, l'ovulation peut reprendre. Et donc, les cycles peuvent reprendre, les règles, les menstruations peuvent survenir. Donc ça, c'est le premier point. Alors, il y a l'HCG qui influence la reprise de l'ovulation, et puis il y a un autre élément qui influence la reprise de l'ovulation, eh bien c'est la réserve ovarienne. C'est-à-dire que l'ovulation, elle est très régulière à l'âge de 20 ans, et puis quand on s'approche de l'âge de 45 ans, elle devient moins régulière. Elle peut s'espacer, voire même s'arrêter. C'est ce qui définit la ménopause. Et donc, quand on fait un curetage à 25 ans pour une molydatiforme, on s'attend à ce que l'ovulation reprenne très rapidement tout de suite après, dès que l'HCG baisse, comme je vous l'ai dit à l'instant, parce qu'il y a un bon capital de réserve dans l'ovaire. Alors que quand on est proche de 42, 45 et plus, en fait, l'ovulation, elle est plus capricieuse. Et donc, c'est pas tellement un problème uniquement d'HCG, mais aussi un problème de réserve ovarienne. Et donc, on peut prendre plus de temps pour reprendre les règles. Euh, et il y a le deuxième point qui est d'un point de vue plus mécanique, pas tellement de l'ovulation qui déclenche le développement de l'endomètre, mais d'un point de vue mécanique, le sang des règles, c'est la muqueuse qui est à l'intérieur de l'utérus qui s'évacue. Et ce sang, parfois, il est mécaniquement bloqué à la sortie de l'utérus, au niveau du col de l'utérus ou un peu avant, parce que lorsqu'il y a eu l'aspiration curetage, il peut y avoir eu parfois des phénomènes de cicatrisation anormaux avec une partie de l'utérus qui se cicatrise, qui se colle, les parois se collent l'une à l'autre. C'est ce qu'on appelle une synéchie utérine. Et cette synéchie, elle peut empêcher le sang des règles de s'écouler. Il faut reconnaître que c'est relativement rare. Et ça survient surtout quand il y a eu plusieurs curetages et qu'il y a eu des curetages très appuyés et qu'il y a eu des infections après les curetages. Donc, c'est quelques pourcents, c'est quand même très rare. Et donc, si jamais les règles ne reviennent pas après l'aspiration curetage. Premièrement, il faut vérifier que l'HCG soit pas très élevé. Deuxièmement, il faut vérifier que l'âge soit pas trop avancé. Et troisièmement, s'assurer qu'il n'y ait pas de douleur au bout de 1, 2 ou 3 mois, parce que s'il y a des douleurs qui apparaissent, bah, c'est peut-être que le sang des règles est coincé et que ça met l'utérus sous tension. Voilà un peu l'explication qu'on peut avoir après les aspirations curetage. C'est différent après J'aurais une les question traitements. par justement, lorsqu'il y a l'apparition des synéchies, est-ce que Oui. les traitements locaux pourraient peut être Oui, proposés? oui, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Bien sûr, on peut passer une caméra dans l'utérus. Alors généralement sans anesthésie, mais parfois avec anesthésie, et on peut lever avec des instruments microscopiques ces accolements pour permettre l'écoulement à nouveau. Et généralement, ça suffit. Ouais. D'accord. C'est d'assez bons pronostics. Après, je fais le lien avec ce qui est recommandé dans les aspirations pour les molydatiformes. On fait une aspiration pour vider le contenu d'utérus quand il y a une molydatiforme, aspiration curetage. Donc l'aspiration, on aspire avec une sorte d'aspirateur. Curetage, on passe une cuillère qui gratte les parois. On essaie de plus faire de curetage parce qu'on sait que c'est ça qui génère les synéchies. Et en revanche, si jamais il reste un petit peu de matériel dans l'utérus, on s'autorise seulement une deuxième aspiration. Pourquoi pas 3 ou 4 ou 5, parce que plus on en fait, plus il y a un risque de synéchie. Et donc, on sait bien que les femmes qui ont une molydatiforme, généralement, c'est une grossesse qui était désirée, et on prend toutes les précautions pour éviter ces synéchies. Mhm. Et les règles d'après, du coup, en fait, est-ce qu'on appelle ça un retour de couche ou pas? Après une aspiration, on peut l'appeler comme Oui, ça oui, aussi. oui, oui, on peut, oui. Et les règles, elles sont comment? Abondantes ou c'est plutôt des spottings ou ça dépend des femmes? Il n'y a pas de... Je Mais cherche, comment je cherche un jauger terme en pour éviter fait? le jeu de mots. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas Et- de, il y a pas de loi, si vous voulez, parce que
le sang des règles, les premières règles après l'aspiration curetage, c'est ni plus ni moins ce qui reste on va dire, du moment du curetage où ça a forcément saigné un petit peu, il y a des caillots, ça s'accumule un petit peu dans l'utérus. Et puis au moment où les premières règles surviennent, ben, ça vient avec, donc il peut y avoir finalement des règles d'aspect et d'abondance inhabituelles, donc ça peut être assez différent. Et ensuite, c'est seulement les règles suivantes généralement, donc pas les premières, mais les deuxièmes ou troisièmes ou quatrièmes. Il faut un petit peu de temps pour que cette muqueuse elle cicatrise, du curetage. Et ça, c'est comme une grossesse arrêtée. Quand on fait une aspiration curetage pour une grossesse arrêtée, on sait bien que les premières règles sont pas normales, ni en aspect, ni en abondance. Et c'est pareil parfois pour le cycle d'après. Il faut généralement 2, 3 mois pour D'accord. récupérer le cycle normal. Normal. C'est un peu chamboulé, quoi. Même au niveau de la durée, ça peut être un peu plus court ou même un peu plus long parfois aussi. Ouais, Voilà. absolument. Faut pas Pas que les s'inquiéter du femmes, tout. ça, ouais, voilà, faut pas trop s'inquiéter. Non, on aime bien. Il faut avoir un peu de patience. On sait que c'est difficile, mais il faut un peu de patience pour se dire que le fonctionnement de cette muqueuse, qui est quand même fragile, il met un peu de temps pour récupérer. Donc, généralement, Mhm. ça laisse 2, 3 mois, voire 4 mois pour juger de la reprise des cycles normaux. D'accord. Et puis si ça persiste, après, consulter. Voilà, parce que ça va être dans les questions suivantes. Il y a d'authentiques situations où il faut se poser la question de l'impact des traitements et à ce moment-là déclencher des investigations, parfois des traitements. Donc Mhm. on minimise pas, hein, mais on dit juste qu'il faut un peu de patience et que c'est normal que ça revienne pas tout de suite, tout de suite. Mhm. Et par contre, si on prend la pilule, généralement, en fait, quand on fait l'aspiration au curetage, le professionnel, il nous prescrit la pilule. Donc, je sais pas, peut-être que les femmes, elles prennent directement le jour même ou je sais pas trop comment ça se passe. C'est C'est... variable, oui, ça peut être le jour même, parfois la semaine d'après. En fait, quand on fait une aspiration, on sait que de toute façon, le cycle, même si l'HCG rebaissait très très vite, le cycle, c'est-à-dire l'ovulation suivante, reprendra pas avant 2 semaines, 3 semaines au mieux. Donc, c'est-à-dire qu'on peut commencer la contraception dans les 10 premiers jours et c'est largement suffisant. En revanche, après, ça dépend du type de contraception qui est utilisé. Il y a certains contraceptifs, donc hormonaux, qui maintiennent les règles et puis d'autres qui suppriment les règles. Et donc là, en fait, on observe sous contraception pas du tout le fonctionnement normal, comme je disais tout à l'heure, la reprise de l'ovulation, l'absence d'obstacles mécaniques, mais on observe juste ce que les contraceptifs euh, imposent finalement, c'est-à-dire soit des règles un peu artificielles, soit l'absence de saignement parce que le cycle est bloqué. Mhm. D'accord. Et avec une pilule, la durée du cycle, elle est plutôt, on va dire, c'est plus cadré peut-être que s'il n'y avait pas de pilule. Oui, si c'est une pilule avec un schéma où on a des règles, c'est très cadré parce que en réalité, on appelle ça des règles, mais ce sont ce qu'on appelle une hémorragie de privation, c'est-à-dire qu'on donne un certain type d'hormone pendant un certain temps, et au moment où on arrête de la donner, euh, la muqueuse s'évacue, elle saigne un petit peu. C'est ce qu'on appelle des règles. En réalité, ce sont des fausses règles parce que c'est pas naturel. Mais donc, ce qui explique que le cycle est beaucoup plus régulier sous pilule. Euh, œstroprogestatifs, ces pilules qui sont données de façon séquentielle. Mhm. D'accord. Je pense qu'on a répondu à la question. La question suivante, du coup, elle reprend ce qu'on a dit. C'était dans le cadre d'un cycle régulier, si les règles sont modifiées après aspiration curetage, par exemple très courtes ou 1 à 2 jours ou au contraire très longues, sous quel délai et au vu de quels symptômes faut-il s'inquiéter pour la fertilité future? Ben, euh, tout dépend tout dépend de l'âge euh, et tout dépend de ce qu'on a dit tout à l'heure. Les symptômes, donc c'est bon, l'absence de règles, c'est-à-dire l'absence, et non pas des règles moins abondantes ou avec un peu décalé sur les premiers temps, mais l'absence de règles ou les douleurs, effectivement, là, il faut se poser la question de savoir s'il n'y a pas la complication dont on parlait. Et puis après, pour l'absence de règles, euh, c'est à corréler avec l'âge, quoi. C'est-à-dire que l'absence de règles chez une... j'aurais pu commencer par dire que les maux lidatiformes sont plus fréquentes aux deux extrêmes de la vie reproductive chez la femme. Donc c'est très fréquent chez la femme jeune et c'est encore plus fréquent chez la femme en préménopause après 40 ou 45 ans. Donc c'est-à-dire que le risque de grossesse molaire il est beaucoup plus fréquent
chez les femmes qui, paradoxalement, vont avoir des cycles qui vont avoir tendance à s'allonger ou qui risquent d'avoir moins de cycles et des cycles qui sautent ou qui risquent d'avoir la ménopause. Et que si on prend la tranche 45-50 ans, là, le risque de pas avoir les règles après une mole idatiforme, il est important, non pas parce que la mole ou le curetage ont impacté la fertilité, mais parce que naturellement, l'âge fait que ça c'est un petit peu plus long, quoi. Mhm. Et si on a un désir du coup de grossesse à ces âges-là, si on n'a pas de règles, qu'est-ce qu'on peut faire comme Euh, examen? Bah, donc le bilan le bilan d'infertilité, on le fait généralement, c'est une loi une règle qu'on applique à toutes les femmes, généralement au bout d'un an sans grossesse. Maintenant, on l'adapte bien entendu au contexte, donc en fonction des pathologies. Et par exemple, chez une femme qui a eu une molydatiforme à 40 ans ou 41 ans, on va pas attendre très longtemps parce qu'on sait que la limite d'âge de 42 ans fixée par la sécurité sociale pour la prise en charge de tout un tas de traitements pour la fertilité, peut approcher vite. Donc, on fera un bilan plus rapide. Euh, Maintenant, pour des patientes plus jeunes, on a tendance à dire qu'il faut attendre les 1 an parce que, encore une fois, la patience a bien souvent raison de l'inquiétude quoi, pour la fertilité. Je dirais que ce qui déstabilise, c'est que cette maladie, comme elle est pas connue du grand public, et on n'arrivera pas à faire connaître une maladie rare connue du grand public. Donc, il faut pas qu'on se flagelle en se disant qu'on va y arriver ou on n'y arrivera pas, mais c'est une maladie rare et tout le monde ne peut pas connaître les molydatiformes. Donc, quand ça vous tombe dessus, c'est forcément un truc dont vous n'avez pas entendu parler. Et on se dit, mais c'est hyper inquiétant, c'est une grossesse anormale. Et puis j'ai lu qu'il peut y avoir des tumeurs, et puis j'ai lu que dans certains cas, il peut y avoir de l'infertilité. Donc il y a un sentiment il y a une sorte de cercle vicieux d'inquiétude, et donc on a tendance à dire est-ce qu'il faut pas faire plus vite un bilan d'infertilité, est-ce qu'il faut pas faire plus vite, et c'est là que je pense qu'il faut pas hésiter à échanger avec le centre parce que il y a effectivement une maladie rare, mais qui est accidentelle, qui se reproduit généralement pas dans la plupart des cas, sauf des formes très particulières, et donc ces causes accidentelles, enfin ces situations accidentelles elles doivent pas pousser au bilan d'infertilité, à la prise en charge, on va dire très invasive, avec des traitements très maximalistes, parce qu'en réalité, la fertilité après une mole idatiforme, elle est très bonne. Sauf quelques cas particuliers dont je vais parler, mais la fertilité après une mole idatiforme, généralement, elle est pas impactée. En dehors, encore une fois, de l'âge pour les patientes à plus de 45 ans. Et donc les cas particuliers, quelques mots, ce sont encore des raretés, encore plus, des raretés parmi les raretés. Il y a certaines femmes qui n'ont dans leur grossesse que des molydatiformes, pour une raison qu'on n'a pas compris jusqu'en 2006. Et en 2006, il y a une équipe canadienne qui a trouvé chez ces femmes que l'un de leurs gènes, NLRP7, avait ces deux copies mutées. Les deux exemplaires du gène étaient anormaux. Il y avait une mutation généralement qui empêchait le fonctionnement d'une protéine et qui avait un rôle dans les premières étapes du développement de l'embryon, enfin de l'œuf après fécondation. Et cette anomalie, elle conduit au développement d'une molydatiforme de façon systématique. Et donc la probabilité pour ces femmes d'obtenir une grossesse spontanément, elle est proche de zéro. On l'a estimé à quelques 1 ou 2%, mais c'est probablement des formes très très particulières. Il faut considérer que ces femmes, malheureusement, ont une infertilité d'une part, et d'autre part, les seules grossesses qu'elles pourront avoir sont des mâles. Mais ça concerne environ une patiente par an en France. Donc, ça concerne 1 pour 700 000 grossesses. Donc, c'est plus que très très rare. Donc le message, c'est que la fertilité après les molydatiformes, si on fait abstraction des premiers cycles, de la reprise, de la bonne circulation du sang des règles après aspiration curetage,
cette fertilité, elle est excellente. Et, euh, question suivante. Pourquoi une prise de sang 3 mois post-accouchement? Alors, je ne sais pas si ça rentre un peu dans le Alors sujet. oui, quand j'ai pris connaissance des questions, je me suis demandé ce que ça voulait dire, mais je pense que on saute un petit chapitre, mais c'est pas grave, on peut faire le lien. Quand on a eu une mole idatiforme, on a dit au début qu'il y avait un risque qu'elle évolue vers une tumeur, qu'on appelle une tumeur trophoblastique post-molaire. Et cette tumeur trophoblastique, généralement, on la diagnostique par une élévation de l'HCG qu'on utilise, qu'on dose chaque semaine. Et donc, quand on a traité la molydatiforme, l'HCG va diminuer très fort après le traitement de la molydatiforme. Et s'il se met à remonter, s'il se met à stagner, à ce moment-là, pour nous, c'est le signe que la maladie, la molydatiforme, est en train de se transformer en tumeur. Bon, mais ça, c'est dans les premières semaines après le traitement de la mole. Et puis, la majorité, heureusement, à peu près 75% des patientes vont avoir une normalisation de l'HCG. Et une fois que l'HCG est normalisé, la probabilité que cette maladie se développe quand même, c'est-à-dire que l'HCG se mette à réaugmenter, elle est très faible, environ 0,36%. Donc 0,4% globalement. Donc c'est quasi zéro. Donc ça veut dire qu'on est quasi guéri, quasi hors de danger. Euh, donc c'est pas 0% non plus. Et cette pratique de faire un taux d'HCG 3 mois après un futur accouchement, c'est-à-dire que la patiente a fait une mole, elle a normalisé son HCG, elle a commencé une nouvelle grossesse et elle accouche, eh bien, dans la pratique qu'on avait jusqu'à présent, c'était de se dire qu'on profitait de la situation de l'après-grossesse pour vérifier au cas où la prise de sang, donc à peu près 3 mois après l'accouchement. Mais vous l'avez compris, pour essayer de dépister un risque qui est de 0,4%. Donc, la probabilité pour que ce test soit positif, il est très, 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 très faible, 0,4%. Et donc, il y a certains pays qui ont abandonné cette pratique lorsque la patiente n'avait eu, entre guillemets, qu'une mole idatiforme. En revanche, chez une patiente qui a déjà eu une tumeur trophoblastique, le risque que cette maladie revienne, il est un peu plus élevé. Il est aux alentours de entre 3 et 5%. Alors à ce moment-là, on profite de l'occasion et vraiment, c'est basé là-dessus. C'est-à-dire que la patiente, elle a eu une grossesse, elle a eu des examens, elle va avoir des consultations médicales et on en profite puisque les professionnels de santé qui la prennent en charge sont normalement sensibilisés au fait qu'elle a eu cette tumeur trophoblastique. On en profite pour lui faire une prise de sang en lui disant, bah voilà, on contrôle l'HCG, ça peut ne pas réveiller de très bons souvenirs, mais généralement, c'est quand même des patientes qui sont guéries parce qu'elles viennent d'avoir une grossesse et qu'on leur dit, voilà, c'est toujours plus sécuritaire pour nous de contrôler l'HCG. Mais là encore, vous l'avez compris, la probabilité de tomber sur un HCG positif, elle est très faible, aux alentours de 3 à 5%, et plus on s'éloigne de la tumeur, plus le risque est faible. Voilà l'explication. Et, euh, question suivante. Le délai d'une grossesse post-molaire est-il le même qu'après une grossesse à arrêté autre? On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Alors, le délai Enfin, d'une... le Comment vous délai, comprenez la non, question? même pas le délai d'une grossesse. Alors, c'est ouais, de la grossesse d'après. Alors, c'est ça. Le délai avant de lancer une grossesse, hein. Je pense que c'est ça la question. Alors, je relis. Le délai d'une grossesse post-molaire. Donc, c'est pour la, en fait, je pense, c'est pour la Comment faire grossesse une nouvelle d'après, grossesse? pour une nouvelle grossesse. Oui, c'est ça. Pour autoriser une nouvelle grossesse. Oui. Ouais. Je sais même pas si c'est pour autoriser ou si c'est pour tomber enceinte. Le délai d'une Oui. grossesse post-molaire est-il le même qu'après une grossesse arrêtée autre? Et peut-être Ah oui, oui, voilà. combien de temps on peut mettre, on peut tomber enceinte, peut-être c'est peut-être ça après une euh, grossesse ok. molaire ou Alors, deux questions. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a un délai de, on va dire, de sécurité avant de tomber enceinte? Et est-ce que on peut attendre que la possibilité de tomber enceinte, est-ce qu'on met plus de temps à tomber enceinte, quoi, c'est finalement? ça, c'est Donc, ça. on l'a dit Je tout à pense. l'heure, est-ce qu'on met plus de temps à tomber enceinte? Je reviens pas forcément dessus, mais c'est lié à plusieurs facteurs, dont l'âge, Mm, mm. l'ovulation et les problèmes mécaniques, entre guillemets. Et est-ce qu'il y a un délai avant de retomber enceinte?
C'est extrêmement débattu. Je ne doutais pas une seconde que cette question allait apparaître aujourd'hui sur la fertilité, parce que jusqu'à présent, on demandait à ce que les patientes qui ont eu une molidatiforme observent un délai de sécurité avant de lancer une nouvelle grossesse pour éviter que pendant ce délai de sécurité, une grossesse qui commence fasse monter le taux d'HCG et donc perturbe la surveillance de la molidatiforme. Alors, c'est là qu'il y a une subtilité. Il y a deux types de molidatiformes. Il y a les molidatiformes partielles et les moles complètes. Donc, ce sont des molidatiformes, les deux, mais elles ont des caractéristiques un peu différentes. La mole partielle, globalement, une fois que son taux d'HCG est normalisé, on sait que le risque qu'elle se transforme en tumeur, il est de 0%. On n'en observe pas. Donc, une fois que c'est normalisé, on est tranquille. Et à ce moment-là, la surveillance peut s'arrêter. Et les molidatiformes complètes, le risque que la maladie reprenne, c'est-à-dire que le taux d'HCG remonte alors qu'il s'était normalisé, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, d'environ 0,36%. Pour ces patientes-là, on leur demandait d'attendre un délai de 6 mois pour être sûr que l'HCG reste bien négatif. Et à ce moment-là, on autorisait, entre guillemets, on conseillait d'attendre ces 6 mois avant de lancer une nouvelle grossesse. Mais à très juste titre, de plus en plus de patientes et finalement maintenant les médecins se posent la question de la pertinence de ce délai de 6 mois chez une patiente qui a un désir de grossesse et qui a bien compris les enjeux et qui a bien compris le chiffre de 0,4%. Euh, donc, la demande bien légitime, c'est de autoriser la grossesse dès que l'HCG s'est normalisé, puisque pendant la décroissance de l'HCG, tant qu'il est positif, le risque de faire une tumeur, il est d'environ 15%, alors qu'une fois qu'il est normalisé, il est d'environ 0,36%. Et pour les moles partiels, le risque de faire une tumeur pendant que l'HCG diminue, il est d'environ 1%. Et une fois qu'il est normalisé, il est de 0%. Donc les moles partiels, on est tous d'accord pour dire que dès que l'HCG est normalisé, on peut lancer une grossesse tout de suite. Et pour les moles complètes, actuellement en France, il est recommandé d'attendre 6 mois de surveillance d'HCG. Et on est en train de travailler sur le plan international pour modifier cette recommandation et probablement l'adapter, intégrer une notion de complexité supplémentaire, mais adapter à la vitesse de normalisation de l'HCG. Si l'HCG s'est normalisé très vite, en moins de 56 jours, il sera autorisé, très vraisemblablement, de lancer une grossesse dès la normalisation. Ça n'est pas encore validé. Si l'HCG s'est normalisé en plus de 56 jours, il sera demandé d'observer encore la surveillance des 6 mois, parce qu'on sait qu'il y a un risque, 0,4%, d'avoir une tumeur à ce moment-là. Donc, ça, c'est dans un environnement très protectionniste, puisque 0,4% de tumeurs, j'imagine que Dr Jamelot, ça doit un peu le faire sourire parce que c'est quasi 0% et qu'il y a plein de maladies dans lesquelles, quand il y a un risque de 0,4%, on considère que c'est 0%. Et à ce moment-là, il devient tout à fait légitime de mener sa vie normale. Tout à fait. Hmm. Totalement d'accord. Et pour compléter cette réponse, moi, je vais aller un petit peu plus loin par rapport aux conseils qu'on donne aux patientes pour éviter toute grossesse après les tumeurs, cette fois-ci les tumeurs trophoblastiques. Comme le disait Pierre-Adrien Bols, on déconseille une grossesse pour éviter de masquer effectivement une ascension, enfin une fausse ascension, enfin une ascension de l'HCG due à la grossesse qui pourrait masquer une authentique rechute récidive de la maladie. Et donc, après une tumeur trophoblastique, on déconseille pendant 12 à 18 mois après la fin du traitement toute grossesse. Et il faut savoir que près de 90% du risque de rechute d'une tumeur trophoblastique a lieu dans la première année, dont plus de 50% dans les 6 premiers mois. Hmm. Hmm. Ouais. Donc c'est vraiment là pour le coup, moi je parlais des moles et pour les tumeurs, c'est là pour le coup, c'est pas prêt de changer la recommandation parce que euh, gérer une nouvelle maladie, c'est-à-dire une tumeur qui se développe pendant une grossesse qui a commencé trop tôt, c'est compliqué, c'est difficile à diagnostiquer et
globalement, on est très embêté. Et il arrive parfois que on soit obligé de proposer d'interrompre la grossesse pour traiter la maladie quand on l'a authentifiée, c'est-à-dire que la grossesse a commencé et on a la preuve qu'il y a une maladie qui s'est développée. Alors, je sais que ça se compte sur les doigts d'une main sur les 20 ans d'expérience de notre centre, donc c'est vraiment très rare comme situation, mais je crois me souvenir de chacun des cas que j'ai vécu, parce que moi je suis pas là depuis 20 ans, mais je crois me souvenir de chacun des cas que j'ai vécu comme une situation particulièrement difficile puisqu'on est obligé d'arrêter la grossesse pour traiter la tumeur. Euh, En revanche, traiter une tumeur qui est récidive pendant une grossesse, c'est encore plus compliqué parce que une tumeur qui récidive, il faut quand même comprendre que euh, on disait tout à l'heure que le pronostic est très bon. Pour une tumeur qui récidive, on sait que on a moins d'armes thérapeutiques, que on a généralement plus de difficultés à traiter. Et là, pour le coup, non seulement il y a une problématique d'arrêter la grossesse, mais il y a réellement une problématique de ne perdre aucun jour de traitement pour traiter au plus tôt. Et là, pour le coup, c'est vraiment une consigne sur laquelle je pense qu'on n'est pas prêt de changer les recommandations. Mais ça, c'est pour les tumeurs. Et donc, je l'ai peut-être pas dit en intro, mais les tumeurs trophoblastiques, on en enregistre environ 120 à 100, ouais, environ 120 par an en France. Donc là, pour le coup, c'est une tumeur super rare. Et aussi les traitements, je pense que c'est aussi dans ce délai-là, les traitements, ils peuvent engendrer certaines choses aussi, peut-être, s'il y a une nouvelle grossesse. Voilà, oui, Ah, le traitement tel que la chimiothérapie. Mm, Donc, mm. oui, oui, tout à fait. Effectivement, c'est une des raisons pour laquelle on doit être amené des fois effectivement à arrêter la grossesse, parce que ça peut avoir effectivement être potentiel avec des risques de malformation au niveau du fœtus, plus une difficulté du fait de la lourdeur du protocole chez ces patientes associées sur le plan clinique, une patiente avec des protocoles qui sont très lourds, avec toutes les complications qu'engendrent ces chimiothérapies, la grossesse est également compliquée à poursuivre dans ce cadre-là. Donc effectivement, d'une part, la toxicité sur le plan fœtal et également la difficulté sur la tolérance clinique et biologique de la patiente. Mais encore une fois, effectivement, dans des cas rarissimes, moi, ça fait bon, que 3 ans que j'exerce un petit peu la métroplastie, j'en ai encore jamais vu, c'est vraiment des cas très très rares. Et du coup, Et donc, attention de ce que je dis là, il ne faut pas le transposer à d'autres cancers, hein, c'est très important. Il y a certains cancers où on peut réaliser de la chimiothérapie chez des patientes enceintes. D'accord? Là, on parle vraiment dans le cas de la maladie trophoblastique. là, mm, les maladies trophoblastiques, il faut bien imaginer que le tissu de la tumeur trophoblastique, c'est un tissu qui ressemble de très près au placenta. Et donc, si le traitement vise à arrêter le développement de ce tissu tumoral, il a aucun autre effet. Enfin, je veux dire, il a le même effet sur le placenta du bébé normal. mm. C'est-à-dire que la grossesse va s'arrêter. Donc, on n'a pas le choix effectivement, d'arrêter la grossesse pour traiter au plus vite, efficacement. Ouais. Du coup, on va prendre les questions sur les traitements. Les traitements. Est-ce que les traitements jouent-ils sur la fertilité, que ce soit mono, chimio ou polychimio? Est-ce que ça a un impact sur les ovocytes? Est-ce que ça peut entraîner des malformations congénitales? Alors, donc, concernant les traitements médicamenteux dans les tumeurs trophoblastiques, déjà, il faut qu'on différencie. Il y a les tumeurs trophoblastiques dites de bas risque, faible risque, et les tumeurs trophoblastiques de haut risque. Concernant les tumeurs trophoblastiques de bas risque, généralement, on réalise ce qu'on appelle une monochimiothérapie avec un seul produit. En l'occurrence, le produit le plus connu qu'on utilise, c'est le méthotrexate. Et cette chimiothérapie n'est pas connue pour avoir un effet sur la fertilité. Ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, ça ne veut pas dire que les patients n'auront pas une altération de la fertilité, mais en tout cas, cette classe de chimiothérapie fait partie des chimiothérapies qui présentent le plus faible risque pour une potentielle altération de la fertilité. Par contre, lorsqu'on utilise une polychimiothérapie, notamment le protocole EMACO, où on utilise 4 chimiothérapies différentes, dans ces 4 chimiothérapies, il y a
une des chimiothérapies qui s'appelle le cisplatine, qui est connue pour avoir un impact modéré sur la fertilité. Et le fait d'utiliser 4 produits de chimiothérapie augmente le risque d'infertilité. Néanmoins, ce protocole de chimiothérapie qu'est l'EMACO reste un protocole qui n'est pas connu pour avoir une grande conséquence, enfin, qui n'est pas le plus à risque sur une baisse de la fertilité. Et dans les études qui ont été réalisées, qui sont des études rétrospectives, on estime qu'environ entre 10 à 15-16% des patientes vont avoir une baisse de leur fertilité avec une diminution de leur réserve ovarienne et l'apparition d'aménorrhée. Donc, il n'y a pas de réapparition de règles. Ce qui est important également aussi quand même de souligner, c'est que ces chimiothérapies, effectivement, comme le disait le professeur Bols, ces tumeurs apparaissent aux deux extrêmes de l'âge, chez les femmes jeunes autour de 20-25 ans et ensuite vers 45-50 ans. Et effectivement, les patientes, donc en fait, toutes ces études qui montrent entre 10 à 15% de baisse de fertilité, c'est chez toutes les patientes et notamment donc, des patientes qui ont 45-50 ans et qui, elles, sont beaucoup plus à risque d'avoir une diminution de leur fertilité, une diminution due à leur réserve ovarienne. Et le fait d'avoir une polychimiothérapie va accélérer cette diminution de la réserve ovarienne. Donc, de manière générale, on estime que la chimiothérapie dans la maladie trophoblastique n'est pas la plus à risque pour la fertilité, mais néanmoins, ce risque n'est pas nul. Et il va être beaucoup plus important chez les patientes, effectivement, qui ont 45 à 50 ans. Et le fait d'utiliser plusieurs chimiothérapies dans les protocoles comme l'EMACO va augmenter ce risque d'infertilité. Et si je peux compléter sur la partie immunothérapie, qui est donc un traitement qui n'est pas encore un standard, mais qu'on a utilisé dans 2 essais en France actuellement. L'immunothérapie, c'est un anticorps qu'on administre par voie intraveineuse et qui réveille l'immunité de la patiente contre la tumeur. Donc, on utilise ce traitement contre certaines tumeurs. Et on avait initialement assez peu de données sur la fertilité après immunothérapie parce que ce sont des traitements très récents et que ces traitements pour d'autres cancers ont été utilisés chez des personnes qui n'avaient pas de désir de fertilité ou alors des personnes qui avaient des maladies assez avancées. Et lorsqu'on l'utilise chez les patientes qui ont une tumeur trophoblastique, au-delà du fait que c'est un traitement qui a l'air très prometteur car efficace et plutôt bien toléré, même s'il y a une grande vigilance à avoir sur certains effets secondaires très spécifiques, on s'aperçoit que la fertilité, elle semble, il y a plusieurs patientes qui ont eu des grossesses. Il faut comprendre qu'il y a très peu de patientes qui ont reçu des immunothérapies, environ 50 en France, enfin une petite soixantaine, on va dire, et que voilà, on a plusieurs cas de grossesse qui ont été rapportés et certaines patientes ayant eu plusieurs grossesses après immunothérapie. Et donc ce traitement-là d'avenir qui répond à certaines questions auxquelles la chimiothérapie répondait pas, ou alors qui pourrait peut-être dans certaines situations remplacer de la chimiothérapie ou alléger certains protocoles, celui-ci n'a pas a priori d'impact très clairement démontré sur la fertilité, même si les données dont on dispose, elles sont très débutantes. On a peu de recul, on a que 5-6 ans de recul dans cette maladie. D'accord. Donc, si la monochimio et polychimio, ça peut, avec surtout polychimio, avoir un impact sur les ovocytes, comme vous l'expliquiez. C'est possible. C'est possible. Oui, oui. Et au niveau malformation congénitale, est-ce que vous avez des données ou pas pour les personnes qui ont eu des traitements de polychimio, par exemple? Est-ce que vous avez des données sur les enfants d'après, des grossesses d'après, s'il y a eu des malformations congénitales? Ah, pour les grossesses d'après. Oui. Euh, Je pense que la question était dans ce sens. Mais... ah oui. Pour connaissance, je crois qu'il n'y a pas plus de malformations congénitales après les traitements. Non, c'est vraiment quand on reçoit la chimio au début de la grossesse. Il y a certaines malformations qui peuvent arriver, effectivement. Mais on l'a dit tout à l'heure, dans cette situation qui est très très rare, on préfère demander l'interruption de grossesse pour traiter correctement et éviter d'avoir à traiter une patiente pendant sa grossesse parce que c'est
c'est très toxique. On parle même pas de malformation forcément parce que la grossesse va vite s'arrêter. En revanche, pour les grossesses ultérieures, euh, à ma connaissance, il n'a pas été rapporté d'effets secondaires de type malformatif. Ce qui a été rapporté, c'est, comme l'a dit Dr Jamelot, la fertilité, enfin la ménopause précoce. Donc, plus on reçoit cette chimiothérapie tard, notamment après 30 ans, et plus on observe de l'infertilité par ménopause précoce. Il y a un second effet qui a été rapporté, mais je pense qu'il est à prendre avec des pincettes parce que ce sont des données rétrospectives sur des très grandes cohortes. Et quand c'est rétrospectif, ça veut dire que on interroge tout un groupe de patients en se demandant, par exemple en 2020, qu'est-ce qui a été donné comme traitement et qu'est-ce qu'il y a eu comme maladie par le passé. C'est-à-dire que on doit faire travailler la mémoire des patients, la mémoire des médecins, la mémoire des dossiers médicaux, la mémoire des registres nationaux de santé. Et il y a un biais, parce que parfois la mémoire elle a quelques trous, et donc ça veut dire que ces données sont pas forcément complètes. Et quand on regarde les données des patients qui ont reçu de l'EMACO, donc la polychimiothérapie dont vous parlait Dr Jamelot, on s'aperçoit que le taux de second cancer augmente. Ça, c'est quelque chose qui est connu dans la chimiothérapie. Dr Jamelot en parlera mieux que moi, mais on s'aperçoit que le risque de faire un deuxième cancer qui a rien à voir avec une tumeur thoracique augmente un peu. D'où la prudence aussi dans l'utilisation de ces traitements lorsqu'on doit les utiliser. Voilà, vraiment sur le long terme, hein, 20 à 30 ans plus tard, j'ai pu retrouver notamment des fois des leucémies. Donc, Oui. voilà, ça reste quand même rare, hein, c'est des... Mais c'est un des éléments qui justifie effectivement qu'on essaye d'une part de limiter l'utilisation, de restreindre à certaines patientes qui en ont vraiment besoin. Donc ça, c'était la stratification en plusieurs groupes de patientes. Ça date des années 80, oui, des années 80, quoi, 1980. Et donc là, actuellement, l'autre stratégie qu'on a, c'est d'essayer de la remplacer. Donc utiliser des immunothérapies en diminuant les doses de chimiothérapie, en ajoutant de l'immunothérapie, pour espérer avoir le même effet, mais avec des doses moindres, et donc limiter la toxicité à long terme. Et autre information aussi qui est intéressante, c'est que dans nos données rétrospectives, c'est que les patients qui ont une grossesse après traitement par chimiothérapie ont un taux de fausse couche qui est identique à une population générale qui n'a pas une maladie trophoblastique. Ouais. Mm. Mm. Du coup, quelle est la manière idéale de préserver sa fertilité pendant les traitements? Est-ce que c'est proposé aussi systématiquement? Alors moi, je vais partir sur la partie oncologie, après je laisserai le professeur Volz répondre. Pour des patients qui viennent donc juste pour une monochimiothérapie par méthotrexate, nous, on ne les envoie pas en consultation de prélèvement à la fertilité, de conservation de la Non fertilité. plus. Mm. Et pour des patients qui ont une polychimiothérapie, c'est pas forcément standard, ça va dépendre un petit peu de l'histoire de la patiente, de la demande, de ses craintes. Et dans ces cas-là, on peut être effectivement amené à les adresser en consultation préservation de la fertilité. Mm. En sachant que préserver la fertilité, il y a plusieurs façons de le faire. C'est la semaine de la fertilité sur votre chaîne, donc j'imagine que ça a dû être abordé. Donc je révèle rien de nouveau, mais la particularité de cette maladie, c'est que lorsqu'on est au stade, comme disait Dr Jamelot, d'une maladie à haut risque, qui a donc une possibilité d'avoir de la polychimiothérapie qui va altérer sa réserve ovarienne, donc sa fertilité. On a une maladie, puisqu'elle est à haut risque, qui est agressive. Et puisqu'elle elle est agressive, elle doit recevoir un traitement rapidement. Donc il faut une stratégie de préservation de la fertilité qui soit rapide. Et c'est pas toujours compatible avec les protocoles de stimulation ovocitaire pour ponction, congélation ou vitrification. Et donc l'une des stratégies pourrait être pour certaines patientes, et on l'a fait déjà, de congeler, faire un prélèvement d'ovaires et de congeler. Donc ça, c'est possible, c'est toujours possible de le faire dans l'urgence. Ça se fait beaucoup en hémato notamment. Mais voilà, le taux de grossesse après est différent, et peut-être moins simple. Et voilà. Mais il n'y a pas de recommandation en la matière pour cette question. Et enfin, quand on fait un hémaco, c'est-à-dire une polychimiothérapie, Mathieu, est-ce que vous utilisez des analogues de la LHRH
comme on peut le faire dans les cancers du sein, ou pas spécialement, à visée de protection gonadique? C'est une bonne question. Ouais, non, pas forcément. Je crois pas qu'on l'utilise. Mais là Non, encore, je ne parce qu'il sais y a, pas. Ça, je ne le faisais pas. Joker. parce que la fertilité est bonne en fait après les Voilà, moi, je macos ne le fais pas de aussi. manière automatique. Mm. Après, ça coûte rien de le faire, mais Mm. Je vois que deux membres du centre de référence nous ont rejoints. Euh, je vous présente docteur Massardier, qui est gynécologue obstétricien au centre de référence, et futur docteur Adrien Msika, gynécologue obstétricien aux Hospices Civils de Lyon. Merci de votre Bonjour, réponse. Bonjour. Bonjour, désolé, on vous a rejoint un peu tardivement, mais pas de souci. Euh, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais revenir du coup sur préserver sa fertilité. Je sais qu'il y a des patientes qui ont reçu Emaco et qui, pour la grossesse d'après, ont préservé leurs ovocytes quand même. Est-ce que vous avez aussi des retours de certaines patientes pour ça? moi, pour ma pratique à moi, non. Je n'ai pas de retour d'expérience dessus. Euh, J'avoue que la logique voudrait qu'on préserve avant les macos plutôt qu'après. Mm. Euh, qu'elles aient eu recours à la PMA pour une stimulation ou une FIV après les macos, ça ne me surprend pas beaucoup. Comme on l'a dit, il y a certaines patientes pour lesquelles il y a des problèmes de réserve ovarienne altérée par la chimiothérapie lorsqu'elle a été reçue après 30 ans. Mais préserver après les macos, je Je sais, vois pas bien l'intérêt. je ne sais plus si c'est après ou avant. Ouais, Enfin, je ouais, sais qu'elle a préservé ses ovocytes, mais je ne sais plus quand. ouais. Mais non, ça peut être Avant, ça a avant. du Ouais. sens. Avant, ça a Oui, du je pense sens, que c'est notamment avant. si on a le temps et que là, il y a aussi, il y a un élément qui est parfois bloquant aussi dans ces tumeurs, c'est que lorsqu'elles sécrètent énormément d'HCG, euh, c'est un peu l'équivalent d'un traitement de stimulation en PMA, puisque l'HCG a une structure proche de la LH et que lorsqu'on donne des très fortes doses de LH, en réalité, il y a déjà une réaction de l'ovaire qui fabrique tout un tas de follicules, qui fait maturer plein de follicules. Donc ces follicules, ils sont là depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et la plupart du temps, il n'y a plus de cellules, il n'y a plus de d'ovocytes à l'intérieur. Et donc, non seulement c'est difficile de rajouter une stimulation pour faire maturer de nouveaux follicules en plus et d'aller les ponctionner, mais en plus, si on veut ponctionner ces gros ovaires qui ont déjà été maturés par l'HCG sécrété par la tumeur, le rendement est mauvais. Mais bon, c'est pas toujours qu'on observe ces kystes. Mhm. Est-ce que le risque de ménopause précoce a été quantifié et est-ce que c'est lié à la quantité de produits injectés ou juste patiente dépendante? Quantifié, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, d'après nos études rétrospectives, on a environ entre 10 et 15% de patients qui vont rentrer en ménopause après les traitements, notamment les patients qui sont un peu plus âgés. Est-ce que c'est lié à la quantité de produits injectés? Oui, c'est-à-dire que on n'a pas un nombre de cycles préétabli dans la chimiothérapie dans le cadre de la nitrophosplastique. C'est-à-dire qu'on fait un nombre de cycles jusqu'à négativation des HCG, et une fois que les HCG sont négatives, on continue avec 2 cycles de consolidation. Donc on ne peut jamais savoir à l'avance combien de cycles seront administrés chez telle patiente. Il est clair que comme n'importe quelle chimiothérapie, plus on fait de la chimiothérapie, plus effectivement il y a une atteinte au niveau ovarien, avec un risque effectivement d'atteinte au niveau de la réserve folliculaire, avec une augmentation de ce risque de ménopause. Après, comme pour tout traitement, on ne peut jamais effectivement aussi anticiper si telle ou telle patiente aura tel ou tel effet secondaire sur la chimiothérapie. Et c'est exactement la même chose concernant la fertilité. On ne peut pas prédire, on n'a pas de facteur réellement prédictif, mis à part l'âge et un état folliculaire qui est bas, de dire si ou telle patiente
sera plus à risque ou non de ménopause après le traitement par chimiothérapie. Mais il est clair que plus on augmente la durée de la chimiothérapie, plus le risque augmente. Tout à fait. Il y a des patients chez qui, en 4 ou 5 cycles de chimiothérapie, on arrive à les guérir. D'autres, il en faut plus d'une dizaine. Mais après, on n'a pas une quantité, c'est-à-dire que dans les études, on n'a pas démontré une quantité, une posologie, une quantité totale de chimiothérapie est égale infertilité. Ça, on ne connaît pas ces dosages. D'accord. On en a parlé tout à l'heure, mais la question c'est pourquoi autant de délais avec les traitements? Je pense le délai de surveillance. Oui, bah c'est voilà parce que le risque de récidive euh, augmente et donc il est d'environ 3,5-4% après une maladie à bas risque traitée par méthotrexate et et puis probablement dans les mêmes eaux un petit peu plus élevées après une maladie à haut risque traitée par Emaco et principalement, comme disait Dr Jamelot, dans les premiers temps après la fin du traitement. Il nous reste Et 2 petites questions. la durée, je veux dire, quand au début du centre, on surveillait les patientes beaucoup plus longtemps qu'on ne le faisait. On est plutôt dans une diminution des durées de surveillance des patientes à bas risque, euh, voire même des môles simples. Et en tout cas, c'est encore plus flagrant pour les môles simples. Je veux dire, pour une môle partielle, on surveillait les patientes au-delà de la normalisation, ce qu'on fait plus du tout, en fait. Donc, ça veut dire que même s'il y a cette durée qui est longue, elle est vraiment basée sur l'expérience qu'on a et on est conscient que c'est pénible, c'est dur, mais, mais, mais la découverte précoce d'une récidive est aussi le gage d'un traitement plus simple, en fait. Donc, ça a du sens que pour embêter les gens. Mais oui, c'est pas toujours facile de patienter, mais parfois on est obligé. Notre question, est-il possible de concevoir un enfant naturellement, on sort des traitements, hein, lorsqu'on a une mutation qui cause des moles à répétition? Euh, c'est une question compliquée parce que ça dépend vraiment du gène qui a été touché et du type de mutation qui a été identifié chez la patiente. Donc, les moles à répétition, il y a à peu près une fois. Donc, les moles à répétition, c'est le fait de faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle grossesse. On ne parle pas d'une maladie qui arrive et puis qui revient et qui revient et qui revient, mais toujours à partir de la même grossesse. Là, il s'agit vraiment de nouvelles fécondations. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, il y a une première fécondation, il y a une mole, la patiente guérit, d'autres rapports, une nouvelle fécondation, à nouveau une mole. Donc, c'est vraiment des fécondations différentes. Et donc, le fait d'avoir des moles à répétition, donc c'est-à-dire plus de deux moles, euh, c'est euh, c'est dans un cas sur deux lié à un gène qu'on est en mesure d'identifier. Et puis dans un cas sur deux, on trouve pas le gène, quoi. Donc il y en a peut-être un, c'est peut-être pas un problème de gène. Et quand on trouve une mutation, donc dans un cas sur deux, eh bien c'est principalement dans le gène NLRP7. Et puis l'autre gène, KHDC3L, a priori, il est moins impliqué dans les moles à répétition et on le connaît pas très bien. On n'a pas bien compris comment il fonctionnait. Probablement un peu comme NLRP7, mais il y a plus de données sur NLRP7. Et NLRP7, donc c'est quand les deux copies sont mutées que la maladie s'exprime, que les moles à répétition arrivent. Et ces deux copies mutées, c'est surtout quand ce sont des mutations qui coupent la protéine, c'est-à-dire qui empêchent le gène de fabriquer une protéine. Parce que parfois, une mutation, ça peut aussi fabriquer une protéine, mais qui a une petite erreur dans sa fabrication, mais la protéine est quand même fabriquée. Et on s'est rendu compte que c'est surtout quand ce sont des mutations qui sont tronquantes, c'est-à-dire qui coupent la protéine et qui n'en fabriquent qu'une partie, et que là, il y a vraiment une expression de la maladie sous forme de mots à répétition. Et quand il y a cette mutation tronquante biallélique, donc sur les deux allèles, là, le pronostic en fertilité, c'est là qu'il est le plus mauvais, probablement aux alentours de 1 à 2%. Alors qu'il y a certaines patientes qui ont des mutations qui ne sont pas tronquantes, qui sont des mutations qu'on dit faux sens, euh,
Et donc, c'est-à-dire que la protéine, elle est fabriquée quand même, mais avec une petite erreur. Euh, à ce moment-là, on peut avoir des grossesses. Il y a un peu plus de risque de faire des fausses couches, un peu plus de risque de faire des morts fétales, mais il y a de la fertilité qui a été décrite. Donc, c'est en fonction du type de mutation. D'accord. Et donc, pour toutes les questions qu'on se pose, et si la fertilité, il y a un souci après, ça ne revient pas, on n'arrive pas à tomber enceinte, on pose à qui ces questions? Est-ce qu'il y a des spécialistes pour en parler? Ben, tout dépend à quel moment la question arrive. Si c'est une inquiétude vis-à-vis de cette maladie dont on n'a jamais entendu parler, la molydatiforme, et qu'on veut savoir se projeter dans l'avenir à court terme, est-ce que je vais pouvoir avoir une grossesse ou pas, je pense que le médecin qui prend en charge la patiente peut avoir un certain nombre d'informations ou nous contacter pour qu'on lui indique les bonnes sources d'informations pour retransmettre cette information qui est relativement simple. Euh, et la discussion, je pense, avec le professionnel de santé qui va avoir pour objet de rassurer la patiente, à mon avis, est importante et c'est le professionnel de santé qu'on connaît. Maintenant, si la question est trop délicate, euh, je pense qu'il faut pas hésiter à se tourner vers euh, l'association du centre de référence, c'est-à-dire vous, Laure, parce que vous avez déjà aiguillé pas mal de patientes sur des questions auxquelles vous connaissez pertinemment toutes les réponses. Et vous êtes certainement les plus à même de répondre efficacement et dans un délai acceptable. Je pense que c'est une question importante aussi, parce que si nos 1000 patientes nous contactent pour des questions sur la fertilité à plusieurs reprises, malheureusement, on n'est pas assez nombreux pour répondre en temps réel. Ensuite, il y a vraiment des questions comme celles que vous avez posées, hein, beaucoup plus délicates sur qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut prélever les ovocytes avant la chimiothérapie ou pas, s'il y a une infertilité authentique, avérée, par quoi on commence, est-ce qu'on a le droit de faire de la PMA, si on fait de la PMA, vers quel protocole il faut aller. Là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à ce que le médecin, la patiente, voire la patiente contacte directement le centre via Madame Agerie qui réorientera pour qu'on donne un conseil. Et puis entre nous, on saura qui est le plus à même de répondre à la question. On a des domaines de compétences qui sont complémentaires. Donc on sait s'il y a une question vraiment purement de fertilité, ça va être un tel. Si c'est une question voilà, de discussion et un peu d'inquiétude, on peut rassurer. Ouais. Je sais pas comment vous voyez les choses, Jérôme et Mathieu, mais il me semble que c'est à plusieurs niveaux, quoi, que ces questions peuvent intervenir et qu'on peut pas forcément faire des consultations pour toutes les patientes. On n'est pas structuré pour ça, malheureusement. Tout à fait. Et puis, de toute façon, moi, dès qu'il y a une patiente qui a une problématique, une question sur la fertilité, j'adresse rapidement, nous, à Thonon. On a un centre de Oui. fertilité dirigé par le professeur Buffet Chabert. Donc, c'est assez facile pour nous d'orienter ces patientes. D'accord. Bah, oui, après, c'est vrai que nous, on oriente souvent vers le centre, vers Touria. Euh, Après, il y a des questions auxquelles on peut répondre, mais comme vous dites, il y a des questions où on ne peut pas répondre, donc on est obligé de les orienter vers vous. Après, je pense que tout professionnel peut orienter aussi s'il y a vraiment nécessité de pousser les examens vers le bon spécialiste, euh, vers un centre d'AMP, voilà, s'il le faut. Je pense que les patientes, une fois qu'elles ont eu ce parcours, voilà, elles sont négatives, la surveillance, elle est terminée. Elles osent moins revenir aussi vers le centre de référence, mais elles peuvent le faire encore et c'est important de le savoir aussi si vraiment elles ont des questions sur leur fertilité future, de le savoir aussi. Elles peuvent le faire, quoi. Mais c'est vrai, je pense qu'elles n'osent pas. Il y en a pour beaucoup, elles n'osent pas le faire. Mm. Donc voilà, nous avons répondu à toutes les questions. Est-ce que les personnes présentes ont d'autres questions?
Alors, en attendant que les gens écrivent ils ont des questions, moi j'ai appris plein de choses très intéressantes. Et j'avais une question. Est-ce que systématiquement, vous faites une recherche génétique systématique Non, ou... non, non, on la réserve aux patientes qui ont fait au moins 2 molidatiformes, tout en les informant que à 2 molidatiformes seulement, entre guillemets seulement, la probabilité de trouver un gène qui est défaillant, elle est faible. Et c'est généralement les patientes qui ont plus d'épisodes et qui n'ont jamais eu d'enfants. C'est-à-dire que s'il y a déjà eu des enfants vivants et 2 molidatiformes, la probabilité de trouver un gène malade atteint, elle est très faible. Donc c'est vraiment les patientes qui n'ont que des moles et plus de 2. Est-ce que les gènes qui ont déjà été identifiés, est-ce qu'ils recoupent, alors je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais avec d'autres pathologies, Ah, je c'est une sais très bonne pas, question. C'est une très bonne question. Alors, pour le gène principal, en gros, il faut partir sur les 2 gènes dont on parlait, NLRP7 et KHDC3L. Et donc, NLRP7, euh, actuellement, sa seule manifestation clinique, c'est l'infertilité. C'est-à-dire que c'est un gène qui ne se manifeste par rien d'autre que cette infertilité. Donc, c'est une mutation qui peut passer complètement inaperçue chez une femme qui ne souhaite pas avoir d'enfants, mais chez une femme qui souhaite avoir des enfants, sa seule maladie, ça sera de ne pas en avoir. En tout cas, pas en avoir avec ses ovocytes. Parce que la solution pour contourner ce problème, c'est de faire un don d'ovocytes. Et en bénéficiant d'un don d'ovocytes, eh bien, ce n'est plus un ovocyte malade qui est porté par la patiente, mais c'est un ovocyte qui n'a pas cette mutation et qui se développe correctement après les premières étapes de fécondation in vitro. Et alors, on a identifié, non pas chez les patients, mais au laboratoire, certaines cellules qui sont un peu défaillantes, qui ont un petit peu enfin, des comportements un peu différents, mais ça reste des données de laboratoire. On sait que les cellules immunitaires fabriquent moins d'interleukine 1, peut-être qu'il y a une réponse inflammatoire qui est moins bonne, mais ça, ce sont des données de laboratoire. Et on sait que quand on sort les cellules de notre corps pour les examiner en laboratoire, ce qu'on observe, faut pas le prendre comme argent comptant. Ça peut être quelque chose qui est juste lié au fait que la cellule est sortie de son contexte. Voilà. Mais il n'y a pas d'autres maladies reliées à ces gènes. Des questions? Ça n'a pas l'air. Eh bien, Bon, bah, plus de questions. merci. Du coup, Non, mais c'était très... Enfin voilà, je le redis, c'était vraiment très intéressant, très bien expliqué. Et voilà, je trouve que c'est Tant toujours mieux. important de s'éduquer. Oui, merci à vous en tout cas d'avoir permis cet échange et puis on espère est-ce que les patients vont pouvoir, enfin, est-ce que les personnes peuvent avoir accès à ce Oui, live ouais, ou oui, oui, notre- oui. Alors là, le temps que des bénévoles Oui, oui, ouais. le mettent joli, et ensuite Ça je sera, transférerai à Laure et elle ça pourra le sera sur quel partager. site? Le webinaire sur Ben ou pas? Ça, on le mettra sur YouTube. Voilà. Donc sur, le lien, parce que sur les liens votre chaîne? YouTube sont D'accord. plus faciles à partager. Et puis après, bah, vous pouvez le partager là où vous avez envie. L'objectif, c'est ça, c'est faire circuler l'information aussi. Donc, Parfait, parfait, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à nos experts d'être Merci à toujours vous. présents au rendez-vous et de Avec répondre plaisir. vraiment à toutes nos questions. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Et puis Avec merci plaisir. aux personnes qui étaient présentes aussi. Et on passe un bonjour à un expert qui n'a pas pu être présent, qui est le professeur Jean-Pierre Lotz, qui nous a juste euh, quitté pour 2 jours et puis qui sera là la semaine prochaine, Mathieu, je n'en doute pas. Il va très très bien, il sera la semaine prochaine. Voilà. Ah, bon, On pense à lui. bon, Merci à vous. à bientôt, au revoir. Bonne au soirée, revoir. à bientôt, au revoir. Au revoir.